et messieurs les étudiants de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, mesdames et messieurs, en vos différents titres, rangs et qualités, merci d'être là. En avril 2005, je publiais aux éditions Syndicat un livre intitulé « L'avenir en face, Haïti à l'épreuve de la mondialisation et du défaitisme de ses élites ». Dans cet ouvrage, entre autres, j'essayais de décrypter la mondialisation d'il y a 20 ans, ses caractéristiques, et je notais naturellement le leadership planétaire des États-Unis qui, à l'époque, après la chute spectaculaire de l'Union soviétique en 1990, exerçait à lui seul, ce pays, un leadership mondial. C'est d'ailleurs les États-Unis, en 2005, qui étaient le principal chantre de la mondialisation et qui régnait en maître sur le monde et imposait, à travers ce que nous connaissons tous sous l'appellation du consensus de Washington, une formulation des politiques économiques et des politiques publiques adoptées par les pays en voie de développement, notamment ceux de la Caraïbe, de l'Amérique latine et Haïti, pour trouver la voie de la prospérité économique. Le brevet de respectabilité de pays, à l'époque, se mesurait à l'aune de la note attribuée par le FMI et la Banque mondiale. C'est dire que le libre-échange était présenté comme une sorte de panacée qui favoriserait le développement des nations capables de faire jouer leurs avantages comparatifs et compétitifs dans l'économie mondialisée. En 2005, les Américains avaient porté la mondialisation sur les fronts baptismaux et c'en était fait le grand ténor. En 2025, 20 ans après, les États-Unis sont en train de mettre fin à la mondialisation avec la réélection du président Donald Trump. Si l'on considère la mondialisation comme un tabouret à 3 pieds, le président Trump en a déjà enlevé un en dévoilant les nouveaux droits de douane qu'il entend imposer à 185 pays. Les mesures de réciprocité vont venir irrémédiablement et va s'ouvrir une ère où la mondialisation telle que nous la connaissions va s'éteindre à petit feu. Chers amis, en 2 décennies, le monde a radicalement changé. Le nouvel ordre mondial de l'après 1990 n'est pas celui qui prend corps en 2025 sous nos yeux en ce moment même. Les jeunes qui étudient ici à l'Université Paris 1, sachez que vous vivez un moment unique, un moment charnière de l'histoire universelle, l'histoire politique, géopolitique, universelle. Comme moi, en 1990, étudiant, je vivais aussi un moment avec la chute du mur de Berlin. À l'heure où je m'exprime devant vous, les contours de ce nouvel ordre mondial dont on est en train de parler ne sont pas encore totalement définis. Ce que nous savons pour sûr, c'est qu'il sera rythmé en grande partie par la rivalité entre les États-Unis et la Chine, rivalité qui va altérer les chaînes d'approvisionnement mondial et certainement orienter les positionnements géostratégiques. Le thème qu'il m'est demandé de traiter ce soir est d'une brûlante actualité donc. Rivalité entre la Chine et les États-Unis? Quelle place pour l'Amérique latine, les Caraïbes et Haïti face au nouvel ordre mondial? C'est un sujet qui n'est pas facile à traiter, d'autant plus que ces blocs de pays ne sont pas des blocs monolithiques et qu'ils ont chacun leurs particularités, leurs systèmes, leurs atouts, leurs faiblesses. Et bien entendu, les traiter comme un bloc face au développement de cette nouvelle rivalité à l'échelle du continent n'est pas une chose facile. En fait, chers amis, depuis quelques jours, alors que tous les pays de la planète essaient de comprendre ce que sera la politique tarifaire des États-Unis vis-à-vis de ces pays, la Chine, elle sait à quelle sauce elle sera mangée. Ce ne sera peut-être pas 145%, mais les montants que vont imposer les États-Unis à la Chine sont la prémisse d'une guerre commerciale 2.0 qui est déclarée entre les deux principales économies. Les conséquences de ce combat de coq que se livrent Pékin et Washington auront des incidences gigantesques sur le monde. Cette nouvelle ère de rivalité
est une bataille entre deux pays aussi qui ont le plus investi dans l'éducation et la formation de leur peuple durant 50 années. Avec seulement 4% de la population mondiale, les États-Unis comptent 75% des plus grandes universités au monde. Ils ont pu créer une synergie gagnante entre les universités et le gouvernement fédéral qui subventionne les recherches dans les domaines clés, technologie, intelligence artificielle, santé, industrie et autres. Mais à ce niveau, très peu de monde avait vu venir la Chine. Sauf un député français du nom d'Alain Perfit, qui en 1973 écrivait un livre prémonitoire, Quand la Chine s'éleva. À cette époque, la Chine était connue comme un pays du tiers-monde. Et quand Perfit de retour à Paris d'une visite officielle, avec une délégation parlementaire, madame la sénatrice, la presse locale était étonnée de ce qu'il disait. Mais qu'est-ce qu'il avait vu? Il avait vu à travers la Chine la construction d'écoles professionnelles, de lycées, d'universités, de facultés. Et il a vu une croissance démographique extraordinaire. Et quand il a analysé le binôme éducation-démographie, il s'est dit quand un pays investit autant dans sa jeunesse et dans l'éducation, il y a quelque chose à venir. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il rivalise avec les États-Unis qui ont fait de même dans les 50 dernières années. Étudiant à Harvard, je me rappelle avoir été frappé par le fait que la grande majorité des assistants professeurs, ce qu'on appelle dans le système américain Teachers Assistants, TAs, étaient soit chinois, soit indiens. Et l'Inde est aussi ce pays qui monte et qu'il faut attendre au premier rang. Et ce n'est pas pour rien aussi que l'Inde mise et a misé beaucoup sur l'éducation. Morale de l'histoire, l'éducation est le plus court chemin vers la prospérité économique, la justice sociale. L'éducation n'est pas seulement un droit fondamental, mais un puissant vecteur de développement et l'un des meilleurs moyens de réduire les inégalités. Et c'est déjà un grand exemple pour les pays d'Amérique latine, des Caraïbes et d'Haïti, quelle que soit la particularité de cette nouvelle ère qui s'ouvre devant nous, ils ne pourront y faire face dans les 20, 30, 40, 50 prochaines années que s'ils auront investi massivement dans la jeunesse de leur pays, comme l'ont fait les pays qui aujourd'hui étaient des pays considérés du tiers-monde il y a 50 ans et qui aujourd'hui occupent le haut du pavé. Rentrons maintenant, chers amis, dans le vif du sujet. D'abord, l'Amérique latine. Je ne veux pas en refaire la configuration géographique que le professeur Théodate a eu la gentillesse et l'amabilité de partager avec nous. Mais je dirais que si la Chine est empêchée d'exporter vers les États-Unis, ou alors elle va être dans une certaine nuisance, puisque ça va dépendre des taux d'imposition, elle se tournera certainement vers d'autres marchés pour écouler sa production. A priori, l'Union européenne peut paraître comme une cible de choix, mais c'est mal compté sur les tensions commerciales qui existent aujourd'hui entre la Chine et l'Union européenne, notamment sur l'acier, sur le lait, sur l'agriculture. Et c'est mal comprendre aussi combien les Européens ont très mal perçu le support de Pékin et à Vladimir Poutine dans sa guerre contre l'Ukraine. Donc, très certainement que ce sera difficile pour les Chinois de se tourner vers l'Union européenne. Et bien entendu, l'Amérique latine devient, encore une fois, une cible de choix et un marché qui abrite près de 700 millions d'habitants. C'est le continent le plus riche en biodiversité de la planète, riche en matières premières essentielles et un véritable point de référence économique et culturelle. C'est une région captivante qui couvre une vaste zone géographique qui va des déserts du Mexique aux glaciers en terre de feu. Selon qu'on y ajoute certains territoires d'outre-mer de certains pays occidentaux, l'Amérique latine compte environ 33 pays souverains
et 10 non souverains aux tailles et caractéristiques différentes. Le pouvoir d'achat des pays d'Amérique latine est en progression. Nous pouvons dire sans embâche, comme d'ailleurs l'essayiste et politologue Pascal Rouault, spécialiste français en relations internationales, que le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a replacé l'Amérique latine à la croisée des chemins en faisant du continent le nouveau terrain de bataille de la rivalité commerciale et géopolitique entre les États-Unis et la Chine. Sauf qu'aujourd'hui, la Chine populaire est une puissance globale et en plus hégémonique qui convoite ouvertement la première place mondiale aux États-Unis. Devant cette menace aujourd'hui dévoilée, les États-Unis entendent structurer leur politique latino-américaine selon 4 axes, selon moi. D'abord, bien entendu, la guerre commerciale avec la Chine, dont je vous ai parlé. Elle va aller crescendo, et un peu comme ce fut le cas dans la période de la guerre froide, on va se retrouver dans une situation où les affrontements idéologiques seront si violents que les pays seront catalogués, soit étant du côté de la Chine ou étant du côté des États-Unis, avec une liste de pays qui se prétendront être des pays non alignés. Ça peut aller jusque-là. Il y a aussi l'immigration illégale. Bien entendu, une des promesses campagnes du président Trump, c'est de s'assurer de renforcer les mesures aux frontières des États-Unis, et cela résultera inévitablement pour les pays d'Amérique latine à des conséquences liées au fait que beaucoup, peut-être d'émigrés illégaux qui rentreront au pays n'auront peut-être pas des opportunités d'emploi, ce qui créera des pressions sur l'économie des pays latino-américains. La lutte contre le narcotrafic est aussi un élément important pour les États-Unis d'Amérique. Et certainement, ils ne manqueront pas, de point de vue idéologique, de séculariser des régimes comme ceux de Cuba, du Venezuela et du Nicaragua. Et la lutte contre ces pays sera de toutes les façons une évidence de la posture américaine à cette nouvelle réalité géopolitique. Disons aussi que se pourrait que se dégagent 2 camps très distincts. Ceux des pays alignés sur les États-Unis, avec des figures comme Javier Milei ou Nayib Bukele, et ceux alignés à la Chine, peut-être même au BRICS, sait-on jamais, avec Lula et Maduro comme figure de proue. Il faut aussi se préparer à cette possibilité de face à face dans les mois à venir. Pour les Caraïbes, la situation n'est pas si différente, sauf que les Caraïbes sont composés de petites îles qui sont des économies ouvertes, des petites économies ouvertes très vulnérables et qui ne pèsent pas grand-chose sur la scène économique mondiale, qui ont fait très naturellement du tourisme le principal secteur d'activité, et pour des raisons évidentes, la proximité aux États-Unis et le fait qu'ils peuvent bénéficier d'un climat approprié. Je parle des pays caraïbes en faisant référence aux pays du CARICOM, cette organisation qui est née en 1973 et qui comprend 15 membres à part entière. Dans l'économie globalisée des 20 dernières années, où chaque pays fait jouer ses avantages compétitifs, les pays du CARICOM ont tant bien que mal pu tirer leur marron du jeu. Les statistiques sont extraordinaires et je vous invite à les regarder, surtout pour nous autres qui sommes les Haïtiens, entre les statistiques pour des pays comme la Jamaïque, la République dominicaine, les Bahamas, la Barbade, Saint-Kitts, des petites îles de 500 ou 2000 habitants comme Montserrat, de voir l'importance du tourisme dans ces pays. Ce sont des chiffres qui font rêver et qui nous autres Haïtiens nous révoltent, puisque nous savons combien notre pays, mis en capacité d'être en compétition avec les autres, aurait beaucoup plus d'atouts à faire valoir, tant d'un point de vue culturel que d'un point de vue géographique, avec toutes les ressources naturelles que nous connaissons, sans parler, bien entendu, de cette histoire unique qui fait d'Haïti ce pays unique, laquelle histoire nous vaut d'avoir des personnalités, comme Joseph Ruffat ici présent, qui se battent sur le terrain pour la faire valoir, même quand les choses vont mal à la maison. Donc, à l'instar des pays latino-américains, je dois dire que la Caraïbe a fait l'objet de certains laissez-aller. De laisser-aller des pays occidentaux, des États-Unis, et ils ont créé un vide dans lequel la Chine
s'est engouffré. Les investissements de la Chine populaire dans les Caraïbes s'inscrivent directement dans le cadre de son projet planétaire de nouvelles routes de la soie. Cette vaste entreprise d'interconnexion de routes commerciales repose sur la construction de 1700 infrastructures de communication maritime, ferroviaire, routière, aérienne et numérique pour toucher des marchés de plus de 140 pays en Eurasie, en Afrique et en Amérique latine. 9 des 15 États de la Caraïbe jouissent de rapports privilégiés avec la Chine, Haïti étant des 4 à ne pas être en relation avec la Chine populaire et à garder ses relations avec Taïwan. Ce maillon caraïbéen de la nouvelle route de la soie répond à la nécessité pour ce géant asiatique de maîtriser sa route commerciale parce qu'elle est située à l'interface de 2 Amériques avec de puissantes connexions avec l'Europe. La zone des Caraïbes lui permet en outre d'accéder à un espace stratégique pour la logistique, le transbordement, les échanges commerciaux et les banques offshore. Et nous parlons aussi d'un accès à des ressources minières, Jamaïque, Guyane. Nous parlons aussi d'accès à des ressources énergétiques comme au Venezuela et à Trinidad, ou agricoles comme au Suriname et en Guyane. Prenons un seul exemple pour comprendre l'importance de la présence de la Chine et la Caraïbe déjà. Nous avons ici le fondateur du journal Opinion Internationale, dans lequel je lis des articles extrêmement intéressants sur cette réalité géopolitique. Et ce n'est pas lui qu'on apprendra que aux Bahamas, le Freeport Container Port a été construit par une société chinoise pour 3 milliards de dollars. Tout de suite après, ils ont investi presque le même montant pour un complexe touristique situé à Nassau composé de 3 hôtels internationaux, 2300 chambres, 40 restaurants, le plus grand casino des Caraïbes, un centre de congrès, un golf de 18 trous et toutes les commodités correspondant aux normes internationales. Nous parlons ici d'un investissement de 7 milliards de dollars pour un pays qui ne fait pas 400 000 habitants et qui fait seulement 1300 km². À celles et ceux dans cette salle qui sont étrangers, nous rappellerons qu'Haïti, c'est 27 000 km² et c'est 12 millions d'habitants en Haïti, dont 4 millions à l'étranger. Certains de ces 4 millions sont là et bien représentés ce soir. La Jamaïque, Barbade, la République dominicaine et un ensemble d'autres pays jouissent aussi de ce type d'investissement de la Chine. Donc pour les États-Unis, c'est un défi de taille. Le vide laissé a été occupé et aujourd'hui, ils devront se préparer à cette nouvelle guerre froide. Maintenant, il faut dire que dans cette bataille qu'ils vont se livrer avec les Chinois, ils ont des atouts importants. D'abord, les diasporas de ces pays. Les diasporas de ces pays se retrouvent plutôt aux États-Unis, en Amérique du Nord qu'en Chine. Et automatiquement, ces diasporas s'organisent et ces diasporas pèsent sur les politiques internes de ces pays. C'est le cas aussi en France, où je salue d'ailleurs la présence de certains élus français d'origine haïtienne qui se sont organisés en association. Et nous les félicitons et nous leur disons bon travail. Et aussi, nous notons au passage que leur statut de représentant, d'officiel, je dirais d'élu de la République française n'a en rien ébréché un tant soit peu l'amour qu'elles ont pour Haïti. Soyez-en félicités. En fait, pour les États-Unis, à part bien entendu ces diasporas, elles peuvent aussi compter sur un soft power. Le soft power américain est important. L'ancien doyen de l'université Harvard, Joseph Nye, est celui qui a développé ce concept de soft power versus le hard power. Le hard power, c'est les balles, c'est les canons, c'est la mitraille. Bon, le plus fort gagne et puis on passe à autre chose. Par contre, il y a, au niveau des États-Unis, quand même, des pans de cette société, des pans de cette culture, des pans de cette production culturelle qui fascinent le cinéma, la musique, peut-être même on parle des grandes écoles,
c'est un mythe. Tout le monde va aller étudier à Princeton, à Harvard, qui sont des grandes écoles de renommée internationale et qui sont d'ailleurs aujourd'hui retombées dans l'actualité. On ne va pas rentrer ici dans ce sujet que vous suivez aussi. Donc le soft power américain, s'ils parviennent à le conserver, eh bien, ça va jouer pour eux parce que ça va créer une certaine appréciation et sensibilité pour des pays très loin des États-Unis d'Amérique dans le cadre de leur bataille pour une hégémonie versus la Chine dans ce nouvel ordre mondial. Voilà, grosso modo, les quelques éléments que je pouvais développer sur la place de la Caraïbe dans ce nouvel ordre mondial. Et Haïti dans cette nouvelle réalité géopolitique. Haïti, mes chers amis, est un cas à part dans la région. Pas parce qu'elle a été la première république indépendante noire du Nouveau Monde, mais parce que le pays s'est enlisé depuis des décennies dans une crise qui prend aujourd'hui des proportions extrêmement graves. C'est une exception dans la région, notamment Caraïbes, qui est formée de démocratie fonctionnelle. Et Haïti est le seul pays où depuis 10 ans, il n'y a pas eu une élection. Il n'y a pas un président élu, un maire élu, un député élu, un sénateur élu. C'est un désert institutionnel. En plus d'être un désert institutionnel, c'est un cimetière à ciel ouvert. Un cimetière à ciel ouvert parce que la capitale, la zone métropolitaine de Port-au-Prince, est attaquée, envahie par des gangs armés. Une partie du département de la Tibonite aussi. Et les communes tombent les unes après les autres. Contrairement aux pays du CARICOM, qui sont toutes des démocraties fonctionnelles, Haïti a touché le fond. Haïti a touché le fond et Haïti, aujourd'hui, malheureusement, fait face à une situation où plus d'un ont abdiqué, où plus d'un découragé préfèrent tourner les yeux. Cette situation, aujourd'hui, comment l'analyser dans le contexte géopolitique mondial? Il n'y a aucun moyen de le faire parce qu'aujourd'hui, les dirigeants d'Haïti doivent beaucoup plus se concentrer sur la politique locale pour que le pays, l'État ou ce qui reste de l'État ne s'effondre pas définitivement que de réfléchir à une politique d'insertion au nouvel ordre mondial. Pour Haïti, aujourd'hui, le défi, c'est de trouver les voies et moyens de sortir de l'ornière. Ce ne sera pas facile et c'est pour cela que j'ai salué la présence de la sénatrice de Saint-Barthélemy qui nous a gratifié il y a de cela quelques semaines d'une intervention magistrale lors de la déposition d'une résolution au Sénat où elle a fait valoir toute son appréciation pour Haïti et où elle a fait valoir qu'Haïti était à 900 km de la France, en faisant référence bien sûr à Saint-Martin qui n'est pas très loin de Saint-Barthélemy. Merci madame pour votre solidarité, chers collègues. Cette solidarité, nous aurions aimé pouvoir l'avoir de beaucoup plus de personnalités importantes. Cependant, il y a un grand effort à faire. Je vous rappelle que le 25 mars 2025, le secrétaire d'État américain a visité la CARICOM. Et dans la foulée de cette visite, il a sorti une tribune dans les colonnes du Miami Herald. Et le titre était assez évocateur. Les États-Unis et la Caraïbe ont un lien unique. US and the Caribbean have a unique tie. Mais la journaliste vedette du Miami Herald, Jacqueline Charles, dans un tweet un peu, je dirais, humoristique, faisait remarquer que jamais, dans cette tribune, il n'avait parlé d'Haïti, alors qu'Haïti, au niveau de la Caraïbe aujourd'hui, est l'un des pays qui devrait faire l'objet de plus d'attention, ni des Américains, ni du monde entier, un petit peu comme vous le faites, madame. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Les Haïtiens sont devant une situation difficile
où il y a de plus en plus une fatigue vis-à-vis de notre pays, et nous sommes dans une situation où les gangs armés gagnent du terrain, alors que, d'un point de vue politique, nous pataugeons dans des formules extrêmement difficiles. Je rappelle, à ceux qui ne le savent pas, que Haïti aujourd'hui est dirigé par des autorités de la transition qui, d'un côté, incluent un conseil présidentiel de 9 membres, dont 7 votants, conseil présidentiel qui occupe les fonctions présidentielles, et lequel conseil présidentiel a été mis en place à partir d'un accord politique connu comme l'accord du 3 avril, et qui donnait une période de temps et une feuille de route dont les 3 objectifs principaux étaient la restauration de la sécurité, la révision constitutionnelle et l'organisation d'élections libres, honnêtes et transparentes. De l'autre côté, il y a un premier ministre à la tête d'un gouvernement, lui-même formé de ministres, suggéré, supporté, sponsorisé, patronné par les différents regroupements politiques qui, soit dit en passant, ont eux-mêmes leurs représentants au niveau du conseil présidentiel. Donc, on pourrait dire que la classe politique, dans sa grande majorité, est représentée au niveau des autorités de la transition. Moi, votre serviteur, bien que je n'ai pas de chapeau politique que je porte aujourd'hui, il faudrait quand même rappeler que, pour des raisons de conviction personnelle, ni moi, ni mon parti n'avons voulu rentrer dans le conseil présidentiel, ni dans le gouvernement, parce que nous partons du principe que lors d'une transition comme celle-là, il vaut mieux que les partis politiques restent en dehors de la bataille politique, de telle sorte qu'ils puissent se préparer aux batailles électorales, parce que nous ne le dirons jamais assez, ce sont des dirigeants légitimes, issus d'élections légitimes, qui demain porteront les bonnes réformes pour permettre à Haïti de se développer et d'aller de l'avant. Nous avons, en termes de dispositions sécuritaires, une présence d'une force multilatérale d'appui à la sécurité, composée en majorité de Kenyans, mais qui est totalement inefficace. Le débat sur la question sécuritaire doit continuer, et nous espérons qu'au niveau des Nations Unies, il y aura des dispositions et des débats importants et encore plus corsés et sérieux que ce que nous avons vécu avant-hier, avec une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, où on continue encore à évoquer la possibilité d'une opération de maintien de la paix, sans jamais qu'on ne puisse arriver à une formule où la communauté internationale, dans ses composantes solidaires à Haïti, avec les responsables haïtiens, puisse concevoir un plan de lutte contre l'insécurité, plan pour lequel l'ONU pourrait, de façon, je dirais, différente, intelligente, audacieuse et nouvelle, supporter Haïti. Pourquoi? Le passage des différentes missions des Nations Unies a apporté certains points de stabilité, a apporté la possibilité d'organiser des élections qui se sont faites sans problème, mais en même temps aussi, on a un souvenir amer du choléra. Et on a un souvenir amer aussi, 10 milliards de dollars dépensés en 15 ans, et avec comme résultat un pays failli. En quelque part, il y a un devoir de maison à faire pour les Nations Unies comme pour Haïti, pour un reset button. Il n'est pas question de se séparer des Nations Unies, dont nous sommes les membres fondateurs. Dans une famille, il sait y avoir des problèmes, où les enfants sont grondés, les cousins sont grondés, les problèmes sont identifiés, mais une famille reste une famille. Et la famille se caractérise d'abord par la solidarité. Donc cette solidarité, c'est celle qu'il nous faudra nous battre pour demander. Ce n'est pas de l'aumône ni de la charité. C'est une exigence de solidarité qui vient de notre appartenance institutionnelle aux Nations Unies, qui doivent aujourd'hui arrêter de multiplier les notes de presse, les déclarations et les prises de position à l'écrit, et qu'on passe à quelque chose de différent. Lorsque Haïti aura retrouvé la stabilité, la sécurité, que l'autorité de l'État aura été restaurée, bien entendu, Haïti, notre si beau pays, a des avantages énormes et extraordinaires à faire valoir sur la scène internationale et dans le cadre de cette mondialisation, de cette nouvelle ère géopolitique qui s'ouvre devant nous. Naturellement, je dirais tout simplement sans rentrer dans les détails qu'il y a
un triptyque fondamental, un triptyque magique de départ pour Haïti. D'abord, les industries tournées vers l'exportation. Nous avons un avantage comparatif extraordinaire et nous pouvons prendre avantage de disposition pour remplacer, disons, une certaine production qui ne se fera plus en Chine et qui devrait aller aux États-Unis. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas vous saouler avec les indices et les statistiques économiques. L'autre pied de ce triptyque, c'est naturellement le tourisme. Haïti, c'est le plus bel pays qui est sous la terre. Donc, automatiquement, il n'y a pas photo, comme dit l'autre. C'est le tourisme qui doit être le vecteur de développement d'Haïti, avec la possibilité qu'on donne accès au crédit à des petites, micro, moyennes entreprises qui vont multiplier à travers le pays des petites, moyennes opérations qui sont en support au tourisme, puisque le troisième pied, c'est l'agriculture. Le tourisme fait le pair avec l'agriculture. Quand on reçoit des centaines de milliers de touristes dans son pays, il faut qu'il y ait des restaurants, des casinos, il faut qu'il y ait des loisirs, il faut qu'il y ait tout un ensemble d'activités connexes qui puissent aider au pays d'avancer. Voilà donc en quelques points ma vision rapide de la réalité géopolitique actuelle par rapport à la rivalité entre la Chine et les États-Unis et la place que peut occuper et les défis qui attendent l'Amérique latine, la Caraïbe et Haïti dans ce contexte. En conclusion, je dirais que l'Amérique latine, qui a souvent été reléguée au deuxième rang, elle est le fruit d'une histoire commune qui a contribué à forger l'image d'un bloc qui pourrait peser sur la scène internationale. Le terme Amérique latine même est une construction politique qui s'est développée en France au XIXe siècle sous le Second Empire de Napoléon III. L'objectif était alors de vanter les mérites et caractéristiques d'un ensemble de pays qui partagent une même culture latine et catholique. Il était alors question de faire contrepoids, déjà, aux États-Unis d'Amérique, protestants et anglophones, et donc de contrer l'influence de Washington. Rappelons que les pays d'Amérique latine ont en effet en commun d'avoir été des colonies espagnoles, portugaises, françaises. Mais rappelons aussi qu'Haïti, de tous ces pays, a été la première république noire indépendante. En moins de 2 décennies, ces pays, baignés par les idéaux émancipateurs de la philosophie des Lumières, mais aussi de la révolution haïtienne de 1804, vont réussir à se libérer des empires coloniaux. Dès cette époque, sous l'impulsion de Bolivar, il y avait des idéaux qui rêvaient de lier les pays d'Amérique latine, peut-être pas face au reste du monde, mais pour parler d'une voix avec les pays du monde entier. En fait, peut-être que ce rêve, puisque tout part d'un rêve, peut-être que ces idéaux, peut-être que cet idéal de grandeur, peut-être qu'elle devrait inspirer une ambition latino-américaine, caribéenne, de parler d'une seule voix et de continuer à travailler sur la construction de blocs régionaux. Mais au-delà de la construction de ces blocs, chaque pays a la responsabilité de choisir sa voie, son destin, son chemin et développer ses atouts. Haïti, entre autres, aura le défi pendant les prochaines semaines et les prochains mois de réunir autour d'une table que nous voudrions la plus large que possible les secteurs organisés de la vie nationale, les forces vives du pays, qui, au regard des difficultés du moment et vraisemblablement de l'accord du 3 avril qui aujourd'hui ne pourra pas atteindre ses objectifs, a trouvé une formule de gouvernance où vraiment cette fois-ci, nous pourrons trouver les moyens d'en arriver à ce que nous voulons tous, c'est-à-dire rétablir la sécurité, organiser des élections et nous assurer qu'il y ait des élus qui puissent porter le flambeau de ce rêve qu'avaient pour nous nos ancêtres et qui se sont battus pour nous donner un pays et devant lesquels nous ne devons pas ou nous ne pouvons pas avoir honte.